Bien, je vous propose de commencer en espérant qu'on ait quelques participants supplémentaires dans les minutes qui viennent. Avant d'introduire la table ronde et de présenter les intervenants, je vais laisser la parole à Philippe Martineau, qui est président de notre structure Bretagne Compétitivité, vice-président de la CCI Bretagne, pour dire un mot d'accueil. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis très honoré de présider ce lab en fait, sur une question, je pense, extrêmement importante de comment concilier une industrie bretonne plus compétitive et je dirais plus performante. Où je suis un petit peu dubitatif, c'est sur le point d'interrogation. Parce que pour moi, il n'y a pas de question. C'est une évidence qu'il faut concilier la partie verte de notre économie et effectivement le développement économique. Donc là, je mettais un petit bémol avec un peu d'humour. Encourager en Bretagne à concilier développement économique et contraintes écologiques, pour moi, c'est une évidence. Le rôle de Bretagne économique et de Bretagne compétitivité et des équipes est d'accompagner les entreprises dans leur réflexion stratégique, environnementale et l'innovation pour arriver à renforcer cette part de compétences et de compétitivité. Je pense qu'il y a des programmes qui nous aident à cela. Je pense à Bresfab, je pense à Ecodo, je pense à Roloc, je pense aux Chrysalides. On essaie d'être très hyperactif pour essayer de sensibiliser le chef d'entreprise à concilier sa partie stratégique et sa partie économie verte. On est au début d'un long débat. Je crois que la génération que je représente de chefs d'entreprise, on était très loin de cela. On était dans une continuité de nos parents et je pense que c'était tellement évident d'avoir de l'énergie, c'était tellement évident d'avoir de l'eau qu'à l'extrême, on ne se posait même pas la question. D'un seul coup, il nous est tombé un coup près qui nous fait dire « mais attention, est-ce qu'on aura toujours de l'énergie ?» Et je sors d'une plénière sur laquelle on vient de parler de l'eau et effectivement, on se rend compte qu'on avait fait d'ailleurs un chrysalide à Lorient dans lequel on avait une universitaire, une auteure d'un livre qui est venue nous dire que nous ne nous sommes pas rendus compte de cela, mais qu'en 2017, le centre de gravité de la Terre avait quelque peu bougé et que nous étions plus sur des vents dominants de l'ouest, mais des vents dominants d'est, et que les vents dominants d'est emmenaient la sécheresse et que les vents dominants de ouest nous emmenaient effectivement de l'humidité. Et que nous aurions, et on l'a bien vu cet hiver, de plus en plus des vents d'est, et que ces vents d'est, effectivement, nous apportaient une variation climatique totalement différente de celle que nous avons vécue. Donc voilà, très heureux, très honoré, vous remercier de votre présence et puis de laisser la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Philippe. Vous aurez tous noté que le FEB cette année, donc c'est la 4e édition, je pense qu'il y a un mot-clé qui est revenu assez systématiquement, c'est transition à tous les niveaux. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors mauvaise nouvelle, c'est que ça confirme ce qui vient d'être dit. On a tous là, on est dans la salle la plus fraîche de la ville, je pense, donc c'est plutôt positif. Mais globalement, on vit les uns et les autres ce dérèglement au quotidien. Je dirais même à une époque, quelqu'un d'assez connu avait dit la maison brûle et on regarde à côté. Maintenant, on regarde la maison brûlée, donc c'est pas tellement mieux, mais au moins il y a une prise de conscience qui se traduit par des événements comme aujourd'hui. Alors, ce qu'on va essayer de faire sur les 45 minutes qui vont suivre, c'est d'illustrer les propos. Il y a eu beaucoup d'interventions quand même de haut niveau sur ces 2 jours, sur les enjeux climatiques, par des exemples, et puis aussi vous aider à voir par quel bout prendre le sujet, parce que c'est un peu les échos qu'on a des entreprises qu'on suit. C'est les enjeux, on commence à les comprendre. Maintenant, comment on fait, comment on avance sur ces thématiques-là, sachant que les petits pas, ça a été dit hier à une conférence, c'est pas toujours la bonne, c'est pas suffisant. Alors pour aborder ces sujets, on a la chance d'avoir 3 intervenants. Alors je vais commencer par Élodie, qui est déléguée générale de Bretagne Supply Chain. Donc en quelques mots, BSC, comme on dit dans le jargon. Quelle est sa raison d'être ? L'association donc, a bientôt 13 ans, enfin vient fêter ses 13 ans, avec une ambition de fédérer les énergies, donc tous les gens volontaires qui ont envie de jouer le jeu, pour façonner une supply chain de demain. On ne sait pas comment elle va être la supply chain de demain, on sait juste qu'il va falloir qu'elle soit agile et qu'elle s'adapte pour continuer à livrer les produits jusqu'aux clients à la hauteur des exigences des clients. Donc aujourd'hui, c'est un réseau
qui partagent les bonnes pratiques, qui anticipent des tendances. Voilà. On a aussi tout un pilier projet collaboratif pour transformer les métiers, transformer les entreprises, transformer les territoires en Bretagne pour vraiment les adapter à la supply chain de demain. Et puis on a un troisième pilier autour de la formation pour participer à la montée en compétences des entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, BSC, c'est plus de 170 adhérents, 173, 175, dont plus de 20% d'industriels. Merci. Et on illustrera avec toi le lien avec les enjeux de transition écologique. À ta gauche, Jacques Pidou, donc, président de BCF Life Science, également impliqué dans les branches professionnelles, parce que vous êtes président de la Fédération de la chimie, donc Chimie Ouest Atlantique, et puis également à France Industrie. Alors BCF Life Science, une entreprise du Morbihan. Donc, quelle est aussi votre mission et votre métier ? En deux mots, nous, on est une PME indépendante, détenue par ses dirigeants. On a un fonds d'investissement qui nous accompagne, mais le capital est détenu par les dirigeants. On fait un métier qui est unique en Europe. En fait, on fait de l'extraction d'acides aminés, donc les constituants des protéines, à partir d'une matière qui s'appelle la kératine, qui est la protéine de la plume. Donc en fait, c'est pour ça que l'entreprise existe en Bretagne, parce qu'elle s'est adossée à la filière avicole bretonne, en collectant, alors c'est de l'industrie, donc c'est très standardisé, c'est pas de la cueillette, c'est de la collecte industrielle de plumes, dont on va extraire des acides aminés à partir de cette protéine qui est la kératine, pour ensuite faire des principes actifs pharmaceutiques, des acides aminés qui vont servir dans des compléments alimentaires, de la nutrition infantile et des biostimulants pour l'agriculture durable, par exemple. On en parlera peut-être un peu plus tard. D'accord, merci. Une entreprise de 210 salariés. Et puis Stéphane Lecointe de l'ADEME, en charge des projets de décarbonation dans l'industrie. Exactement. Alors, on ne présente plus trop l'ADEME, mais quand même, ça mériterait de... Oui, ça n'est pas une petite PME. Non, très sérieusement, c'est un établissement public national. Enfin, c'est vrai que ça, c'est important de le souligner. D'environ, à l'heure actuelle, un petit peu plus de 1000 personnes. Et ces 1000 personnes étant réparties très intelligemment, à mon sens, entre des centres de ressources techniques, avec de la vraie expertise technique sur les sujets d'émissions de l'ADEME, donc plutôt au niveau central, et une présence dans chacune des régions. Donc moi, je suis dans la direction régionale Bretagne, même si j'interviens sur Bretagne et Pays de la Loire. Et là, nous, notre rôle en direction régionale, c'est évidemment de déployer les dispositifs ADEME, d'aller mobiliser sur le terrain les territoires d'un côté, sous-entendu les collectivités grandement, et puis de plus en plus, ça c'est vraiment une très grosse montée en charge, les entreprises au sens large et les entreprises industrielles en particulier. D'accord. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, de la transition écologique. Donc il y a... Si on synthétise ou on vulgarise un peu, il y a deux moyens de faire des transitions. C'est soit on réduit notre impact, il faudra le faire, soit et on s'adapte à ce qui nous arrive. Et dans les entreprises, c'est un sujet qu'on voit émerger de plus en plus, tout ce qu'on appelle l'adaptation au dérèglement climatique. Si on reste sur le sujet de la réduction des impacts, donc je vais continuer avec toi, Stéphane. L'industrie aujourd'hui, c'est quoi on va dire la responsabilité le ou le poids oui. Par rapport à ces enjeux Alors là, de je CO2 vais vous donner quelques chiffres nationaux, c'est compliqué à régionaliser. En gros, sur les émissions de la France, de l'industrie, c'est 20%, j'allais exagérer, 20% des émissions de CO2 équivalent de la France. Sachant que, parce que 20%, ok, on voit à peu près, mais ce qui est important, c'est de voir quel est l'effort que la stratégie française en matière d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, puisque c'est ça l'objectif qui est visé. Comment on décline ça à l'industrie ? Donc pour l'industrie, ça se décline en moins 80% de ses émissions par rapport à l'année 2015. Donc c'est une trajectoire avec une pente très raide. Il y a un jalon intermédiaire qui est le jalon de 2030, où l'industrie devrait être à moins 35 par rapport à 2015. Ça a été évoqué hier dans un atelier, je ne sais plus exactement lequel. Là, à l'heure actuelle, on est à moins 17. Donc, on a commencé à amorcer la pente, mais il va falloir changer de braquet là,
pour au moins respecter cette première échéance. Et justement, pour changer de braquet, quels sont les leviers aujourd'hui dont dispose à la fois l'État, mais aussi les entreprises pour commencer à agir? Ouais. Alors, il y a des leviers qui relèvent plutôt du bâton du législateur. Donc, effectivement, ces objectifs qui sont rentrés dans la réglementation, qui se traduisent derrière par des contraintes, clairement, notamment sur la tarification carbone, la mise en place des quotas carbone, ça c'est pour les plus gros émetteurs, avec un marché du carbone, quand on émet, du coup, on paye à la tonne, et ce prix de la tonne, au début de la mise en place du système, on était à une trentaine d'euros. Fin 2021, ça a pour la première fois dépassé 100 euros. Aux alentours de 2040, économiquement, on estime que la tonne de CO2 elle tournera plutôt autour de 180-200 euros la tonne. Donc ça, ça va venir clairement être une contrainte là, purement financière. En plus du coût des énergies, notamment des énergies fossiles. Bon, ça, je ne vous fais pas de dessin sur à la fois l'extrême variabilité et puis surtout, de toute façon, la tendance également à la hausse financière du coût des énergies. Voilà, là, il y a clairement des enjeux, alors, encore une fois, qui relèvent à la fois de la géopolitique, mais aussi d'éléments de réglementation, au niveau européen, traduit en droit français, ainsi de suite. Donc ça, voilà, en gros, on peut subir ça. Et puis ensuite, en tout cas, c'est notre position à l'ADEME, c'est de faire en sorte que les entreprises s'emparent de ces sujets-là, du sujet de la décarbonation. Alors bon, moi c'est ma mission, forcément je peux en parler des heures, et puis voilà, c'est forcément le meilleur sujet, mais c'est surtout une manière d'éclairer une problématique qui est très englobante. Ça permet finalement de traiter beaucoup de sujets. Ces approvisionnements, ces achats, sa logistique, ses relations avec des co-traitants, sous-traitants locaux ou pas du tout, sa manière de travailler sur le site avec des économies d'énergie à générer avant même de se demander si on va pouvoir passer à la biomasse, électrifier, ainsi de suite. Déjà, consommer moins tout en assurant le niveau d'activité. Et puis ensuite, ça pose aussi la question sur la qualité des produits que l'on met sur le marché et leur capacité ou pas à également émettre du carbone en phase d'usage. Enfin, voilà, c'est très éclairant, donc ça peut être très éclairant quand on s'empare de cette manière de penser. J'allais dire concept, mais c'est pas un concept, c'est vraiment c'est systémique, et ça peut être très très structurant pour revoir un peu sa stratégie, revoir sa trajectoire, sachant que dorénavant c'est clairement un élément de dissociation, puisque voilà, tout le monde n'est pas mature sur ce sujet-là. Il faut le prendre à bras le corps, c'est évident, l'urgence est là, mais il y a aussi un aspect, encore une fois, de développement économique et de différenciation positive quand une entreprise est capable de montrer qu'elle prend sérieusement en compte ces sujets-là. Alors, très bonne transition pour repasser la parole à Jacques, qui, comme on se l'est dit en préparant, vous n'avez pas attendu toute cette période-là pour engager des démarches. Donc c'est quoi le point de départ? De quel constat vous êtes parti dans votre entreprise pour engager des démarches de décarbonation? Alors, on est dans des démarches on va rentrer dans une démarche de décarbonation. On est dans une démarche de transition énergétique. Pour l'instant, il y a plusieurs marches, en fait. Il y a plusieurs niveaux de maturité. En fait, il y a quelques années, quand on a repris l'entreprise, et je ne le dis pas du tout pour dire qu'on est des gens formidables, etc. Il y a plein de gens qui ont développé des entreprises magnifiques ici, donc ce n'est pas ça le sujet. Mais nous, on a repris l'entreprise en 2009, elle faisait 15 millions d'euros, elle en fait 50 maintenant, sans croissance organique. Donc l'entreprise, elle a grandi en se transformant, en devenant une entreprise hyper spécialiste, en allant chercher des marchés de niche à valeur ajoutée, avec des acteurs mondiaux dans la santé. Voilà. C'est comme ça qu'elle a réussi à se développer. Le sujet de la transition énergétique, moi que j'ai pris avec Renaud, mon associé, plutôt sous l'angle quelle est l'évaluation de l'impact de l'activité de l'entreprise dans son environnement au sens large, on est plutôt parti de l'impact. En fait, je trouve que la première question qu'un dirigeant doit se poser, alors il peut y en avoir d'autres,
C'est est-ce que le sujet il est simplement technique ou est-ce que c'est un sujet que je considère comme stratégique au point que je doive le porter? Moi, je ne crois pas du tout que les entreprises sur des sujets de transition énergétique, de décarbonation, puissent confier la responsabilité de ces transformations à des techniciens. Non pas que je n'ai pas de respect pour les techniciens, je pense simplement que ce n'est pas porté au bon niveau. Donc la transition énergétique, la réduction de l'impact environnemental, elle est d'abord portée par les dirigeants de l'entreprise. C'est donc une prise de conscience du dirigeant. Et ensuite, elle est déployée, elle est formalisée, etc. Parce que, en fait, et c'est en particulier vrai sur les PME ou les petites ETI, c'est comme la prose de M. Jourdain. Hein. Tout le monde fait de la RSE et tout le monde essaye de rentrer dans une démarche de réduction de l'usage des ressources. Mais le point de départ de la démarche de transition énergétique pour nous, ça a été de mesurer. Vous ne pouvez pas progresser sans mesurer. Donc la première chose à faire, c'est de mesurer dans votre entreprise vos niveaux de consommation et de les mettre au plus près du terrain pour que ceux qui demain les pilotent mettent en œuvre ce qu'ils pensent être les meilleures solutions. Et vous saviez déjà au départ que vous étiez un consommateur d'énergie assez important, c'est-à-dire que c'était un enjeu déjà économique. Oui. Alors on n'a pas attendu la crise énergétique pour se lancer là-dedans. Nous, on consomme à peu près 70 gigas de gaz par an, 20 gigas d'électricité, 250 000 mètres cubes d'eau. Donc oui, on est ce qu'on appelle énergivore. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je parle de la démarche qu'on a pu... Oui, les étapes, donc vous avez fait cette mesure, cette photo à un instant T, déjà de savoir où vous étiez, et après vous avez mis en place un plan d'action concret de... Oui, concrètement, on a mis en place une phase de diagnostic et d'audit qu'on a faite à l'époque avec la BPI, qui nous a permis de définir, d'abord de connaître à peu près l'état de nos consommations, et puis ce qui était devant nous en termes de solutions. Ensuite, on a mis un plan d'action qui passait par des objectifs à court terme et des objectifs à moyen terme. Le court terme, c'est tout ce qui passe par la technique et la conduite du changement sur ces sujets-là. C'est la mise en place de compteurs sur le site. On a à peu près déployé 125 compteurs sur ces 3 ressources. On a calorifugé, on a isolé, on a changé les équipements les plus énergivores, etc. Et surtout, on s'est mis des objectifs. On s'est mis comme objectif cette année de réduire de 10% nos consommations de gaz par rapport à 2021, notre année de référence, et à horizon 2027 de réduire de 30% nos consommations de gaz et d'électricité. Parce que dans la démarche aussi, si on veut emmener les équipes, il faut structurer la démarche, la formaliser, la communiquer et se fixer une trajectoire énergétique. On reviendra peut-être au sujet, mais je sais qu'il y a un sujet qui est d'attractivité, qui est le financement, qui est tout ça. On reviendra à ça parce que les choses sont très, très liées, je pense. Puis on reviendra sur l'eau aussi, je pense, spécifiquement. Je me tourne maintenant vers Élodie. Une entreprise industrielle, aujourd'hui, si elle n'a pas un environnement autour d'elle d'acteurs, notamment transporteurs efficaces, ça ne tourne pas. Donc en quoi l'industriel a un rôle important aussi dans la transition du transport notamment ? Peut-être pour ça, je vais revenir sur une rapide définition de la supply chain. La supply chain, c'est l'ensemble des entreprises liées par des relations clients-fournisseurs, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis chez le client final. Donc forcément, un industriel, c'est ce qu'on voit chez nos adhérents industriels, ça ne décarbone pas tout seul. Parce que, notamment sur le volet du transport, sur le volet de toutes les interfaces qu'on a avec le client et le fournisseur, si on ne travaille pas avec le client et le fournisseur, on n'y arrive pas, ou on fait des trucs qui apportent peanuts avec un impact ridicule. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir hors les murs et d'aller décarboner hors les murs avec ses clients et avec ses fournisseurs. Et donc justement, par quel biais en fait, c'est quoi aussi les leviers pour décarboner quand on est transporteur ? J'ai essayé de lister un truc pour que vous repartiez avec des idées un peu claires. Donc c'est possible que ça dure 3 minutes. En gros, ce qui est important, c'est de comprendre qu'une industrie, elle est approvisionnée, donc on a des flux
physiques de matières premières, de composants, d'emballage. Et puis on a des flux de distribution pour aller jusqu'au client. On a identifié, nous, chez nos adhérents industriels, plusieurs leviers, au moins 3. Un premier, c'est le travail sur les véhicules qu'on utilise. Alors il y a plusieurs possibilités. Là, on peut passer sur qu'on soit acheteur de transport ou qu'on gère sa flotte propre en interne. Nos adhérents, ils ont souvent les deux. On peut acheter avec des véhicules plus propres ou on peut engager une flotte, investir, j'allais dire, dans une flotte plus propre. Plus récente, je veux dire. Deuxième solution, l'énergie propre. C'est l'alternative au diesel. Là, il y a plein de possibilités. Il y a du gaz, il y a de l'hydrogène, il y a de l'électricité. Il y a juste une question de prix qui n'est pas négligeable, mais qui se discute évidemment avec le transporteur. On accompagne avec Bretagne Compétitivité un grand nombre d'entreprises et de collectivités sur la transition énergétique du transport de marchandises au travers du programme Mixen. Si vous voulez des infos sur le prix de l'énergie, quelle énergie pour quel usage, etc., il y a un site internet hyper bien fait. Il y a Loubna qui est là devant. Donc premier levier, il y a des choses opérationnelles aujourd'hui qui existent. Par contre, ça coûte un bras. Et du coup, pour aider le prestataire logistique à investir dans un truc qui coûte un bras, ça nécessite un travail de l'industriel, peut-être à dire j'augmente mon contrat, je ne fais pas du one-shot avec mon transporteur, je m'engage avec lui sur 3 à 5 ans pour être sûr qu'il puisse investir. Ça, c'était le premier levier, les véhicules. Deuxième levier, on va travailler pour transporter soit moins loin, soit moins souvent. On a listé plusieurs trucs. La première chose, c'est la mutualisation logistique. On a un super exemple en Bretagne qui est quasi unique en France. C'est le GIE Chargeurs Pointe de Bretagne. On a une quinzaine d'industriels de Cornouailles, mais ça va un peu au-delà pour les Bretons qui sont un peu au-delà, qui mutualisent les volumes à destination de la grande distribution. Là, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir des tout petits volumes dans des camions 15 fois par mois, j'en ai toujours 15 fois par mois, mais mon coût palette, le coût à la palette, je l'écrase parce que je mutualise avec d'autres. Donc, je mets moins de CO2 et coût économique. Et je suis d'accord, il n'y a pas de point d'interrogation, les deux sont forcément liés. On a aussi un gros industriel breton qui fait de la conserve dans le fruit et légumes, qui est en train de récupérer une partie des transports qui sont gérés par son client aujourd'hui. Aujourd'hui, son client vient chercher chez lui la marchandise et il se rend compte que si lui, il s'occupait de gérer ce qu'on appelle le flux de distribution, il économiserait vachement de camions. Du coup, il récupère la compétence, ça nécessite des compétences quand même de gérer son transport, mais il récupère la compétence pour diminuer le nombre de camions. Dans le deuxième levier, je disais donc transporter moins loin et moins souvent, il y a mutualiser, il y a aussi baisser la fréquence de livraison. On a un exemple top chez Dona, les sandwichs. Ils ont retravaillé complètement les schémas, les cadencements de livraison avec leurs clients pour livrer moins souvent de toutes petites quantités, mais du coup moins souvent des plus grosses quantités. Troisième levier, vous l'avez abordé tout à l'heure, la relocalisation qui permet aussi de transporter moins loin, moins souvent. On a un très bon retour d'expérience de Cereco, par exemple, qui a réintégré toute une partie en amont de sa chaîne logistique. Ils ont réintégré sur le territoire français le nettoyage et la transformation du grain d'avoine. Et clairement, en émissions de CO2 sur le volet logistique, ça se voit et c'est très significatif. Premier levier, les véhicules. Deuxième levier, transporter moins souvent, moins loin. Troisième levier, les transports massifiés. On a une alternative à la route. Et là, en Bretagne, on n'est clairement pas en avance. Sur le ferroviaire, sur le maritime, on n'est pas hyper fort par rapport à plein d'autres régions. Donc on a une feuille blanche devant nous avec un millier de possibilités et d'opportunités à écrire. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on veut passer, par exemple, sur le fer, on a le retour de Atlantem. Atlantem fabrique des portes et des fenêtres en PVC, tout ça. Usine 4.0, enfin c'est top. Et ils sont passés dans leur démarche RSE sur le rail là aussi pour diminuer le CO2. Sauf que le passage du rail a nécessité un travail avec la production pour mettre à disposition les bonnes portes et les bonnes fenêtres, et a nécessité aussi un travail
en externe, d'où la notion d'écosystème de tout à l'heure, avec le client, parce que l'heure du train, c'est pas Atlantem qui la décide. C'est l'heure du train. Donc, il a fallu négocier avec le client et modifier l'heure de livraison. Donc, à nouveau, si une industrie veut décarboner et que ça se voit, faut travailler avec son client ou son fournisseur. Merci pour les 3 minutes, un peu plus longues, hein, mais c'était très, très clair et très pédagogique. Stéphane, je voyais opiner par rapport à ces propos-là. L'ADEME, sur ces thématiques de relations transporteurs, industriels, comment vous appréhendez le sujet, à la fois en termes de dispositifs, mais aussi de projets que vous accompagnez? Mais en fait, c'est ne serait-ce que sur le mode de conception. Parce que là finalement, sur les 3 leviers, ça peut se décliner de façon totalement identique, mais avec d'autres termes, d'autres thématiques techniques, même si je partage totalement le fait qu'il faut que tout ça nourrisse techniquement une stratégie préétablie qui vient donner un cap, donner des étapes, permettre d'évaluer, de suivre. Sinon, ça ne reste que de la technique. Et donc, la technique, c'est un petit peu fugace. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans le temps long. Ça, c'est hyper précieux. Mais voilà, quand j'entends commencer par faire des efforts sur son niveau de consommation, puis imaginer changer son mix énergétique, puis travailler sur ses intrants, puis travailler évidemment aussi, tout ça peut se faire en parallèle avec ses fournisseurs ou ses clients, oui, évidemment que c'est comme ça qu'il faut avancer. Encore une fois, c'est vraiment une approche hyper systémique, multithématique, donc c'est en ça que c'est aussi un sujet complexe. Et c'est en ça que d'une taille d'entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre, d'un niveau de maturité à l'autre, ça peut être très intimidant, voire totalement, ça peut paraître totalement inaccessible. Donc là-dessus, côté ADEME, on essaie justement de décliner plein de solutions qui vont s'adresser au bon moment, à la bonne entreprise, dans le bon secteur d'activité, quasiment. Mais quand je parle de bon moment, c'est au bon moment de sa maturité, de sa prise de conscience. Et donc, là, soit effectivement, on déroule des choses, entre guillemets, purement ADEME, soit pour aller toucher finement, on s'appuie sur des relais, alors des relais régionaux, je pense au programme RESFAB qui a été cité un peu plus tôt, là, de mémoire, qui permet de faire des premiers pas de prise de conscience, de mettre en place un premier niveau de connaissance, de savoir d'où on part et où on peut aller raisonnablement. Ça, c'est vraiment tout premier niveau. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, c'est toujours pas le logo de l'ADEME, enfin en tout cas, c'est un des logos, pas loin, il n'est pas loin, mais il y a notamment toutes les offres d'accompagnement qui sont déployées par la BPI, donc sur le diag Ecoflux, le diag Décarbonation, bref, qui permettent également, encore une fois, d'aller un petit peu plus loin sur mon point zéro et un plan d'action. Et puis ensuite, il y a là, maintenant des beaux outils qui sont en train de sortir. Donc il faut vraiment voir comme un parcours, une belle boîte à outils assez logique, avec Pacte Industrie, là, qui est en train de sortir, là, qui est un programme ADEME et qui est cofinancé par les certificats d'économie d'énergie, qui permet justement là, de faire de la formation des techniciens, c'est-à-dire de la formation aussi des dirigeants, d'accompagner une entreprise sur sa stratégie bas carbone, idem en fixant des jalons, en fixant de la méthode, pour que tout ça ne soit vraiment étayé, construit, mesurable et communicable. Donc ça, c'est hyper important aussi d'un point de vue développement, encore une fois, et interaction avec son écosystème. Des études plus techniques sur le mix énergétique, ainsi de suite. Et puis après, il y a les aides historiques de l'ADEME, alors qui étaient pas encore appelé décarbonation, mais qui contribue largement, tout le fonds chaleur de l'ADEME qui permet effectivement d'investir là dans le mix énergétique pour décarboner son activité. Et on va dire les gros appels à projets décarbonation, où là on va vraiment aider des gros projets de décarbonation industrielle sur les émissions directes du site, sur de l'économie d'énergie, sur de l'électrification, sur des intrants moins carbonants, ainsi de suite. Mais on est sur des approches là, très techniques, et tout ça ne tient, encore une fois, qu'aussi il y a de la méthode, il y a de la stratégie derrière. Ça, c'est évident. Alors justement, Jacques, alors peut-être vous laisser réagir par rapport au sujet des transports. Ce que vient de dire Élodie, on sait bien que la tonne de plumes, elle est aussi lourde que la tonne de poulet. Hein, donc, c'est un sujet que vous avez traité aussi avec vos partenaires ?
Alors sur la matière première, Ouais, ou sur justement les entrants ou même le volet distribution. après le volet transport sur la matière, il est important, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, mais nous on fait beaucoup d'export, hein. On fait 65% de notre chiffre à l'export, on fait beaucoup de transport maritime, on fait un peu parfois du transport aérien. Donc le sujet transport, il est structurant, mais sur la partie, sur la partie export. Donc c'est pas le premier sujet sur lequel on va Non, mais on se rappellera, il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça, mais du coup, on pourra en reparler. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, j'ai dit que C'est c'était prioritaire. pas... Je raisonne par priorité. Justement, par rapport à ce que disait, on va sortir de ce sujet. Ouais. Ce que disait Stéphane, vous, en termes de méthode, justement, on a bien dit que ça venait de la stratégie. Ouais. Vous avez décliné un plan d'action. Ouais. Et comment vous avez été accompagné, comment vous avez pris en main les choses? On a fait un diagnostic donc, avec la BPI qui nous a permis de nous lancer dans un programme de réduction de consommation d'énergie. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'ADEME, ça fait depuis 2015 qu'on se connaît avec Stéphane Lecointe. On a commencé à travailler sur un projet d'investissement de tour de séchage sur notre site. Et on a travaillé sur plusieurs sujets, dont le dernier étant le sujet de l'eau, sur lequel on a travaillé dans le cadre du programme des carbes Flash. C'est bien ça. Avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc concrètement, comment on a avancé? On s'appuie sur du conseil extérieur. On a, chez nous, recruté, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais en tout cas, on est très content de l'avoir fait. On a embauché un energy manager. On a considéré que sur des sujets aussi critiques que ça, si vous considérez que vous voulez travailler à la marge, quand vous avez le temps, ça ne marche pas, quoi. Ce n'est pas en plus de ce que tu as à faire, tu vas t'occuper du sujet de l'énergie. Il faut des gens, il faut des équipes qui passent leur temps du matin au soir à travailler sur ces sujets-là, en lien très étroit avec les équipes de production. Donc on s'est structuré comme ça, on a pris un energy manager, on fait beaucoup d'amélioration continue de management visuel. On fonctionne beaucoup comme ça dans l'usine, avec des rituels des 15-24 tous les jours qui permettent dans les ateliers de bien descendre l'information, de la partager, de donner des visions 360 de l'usine. Et donc l'énergie est rentrée dedans. Les bilans énergie par atelier sont faits, sont partagés. Voilà. Après, sur un plan plus large, si on considère que la RSE fait partie de ça, ce qu'on peut considérer, enfin moi je considère que la RSE est un des piliers. Sur la RSE, on a, et j'aime pas du tout le mot comité, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a un souci, les politiques créent des comités, mais donc c'est pas du tout ce qu'on a fait, mais en tout cas on a une gouvernance sur la RSE qui est large, qui associe beaucoup les salariés, qui associe tous les métiers, dans laquelle on traite la dimension sociétale de l'entreprise, la qualité de vie au travail, la contribution de l'entreprise au développement de son territoire et la dimension énergétique. Et on a parlé au tout début du levier de différenciation par rapport à vos concurrents. Ouais. Le fait d'être dans ces démarches-là, hein, ça embarque les équipes, vous l'avez dit, mais c'est aussi source de performance. Moi, je pense que c'est des sujets, c'est un sujet très stratégique et c'est un fantastique sujet de performance et d'engouement collectif. Je pense que tous les salariés d'une entreprise, évidemment, et le sujet du recrutement d'attractivité, il est clé aujourd'hui, on court tous après les salariés. Nous, on a en permanence au moins 10 postes ouverts qu'on n'arrive pas à pourvoir. Je pense que la position d'une entreprise sur son impact, c'est la réflexion qu'elle doit conduire, les engagements qu'elle doit prendre, ce sont des attentes clés pour les salariés. De toute façon, si on regarde le sujet, c'est pas seulement un sujet d'éthique. Hein. C'est pas seulement un sujet d'éthique, c'est un sujet c'est une condition de survie, hein, ces sujets-là. Et tout le monde nous attendra, les financiers nous attendent, parce que de toute façon, demain, il n'y aura plus d'accès au crédit pour des entreprises qui n'ont pas de trajectoire énergétique et qui n'ont pas engagé de réduction de consommation d'énergie. Les investisseurs au capital ne viendront pas. Les clients ne viendront plus et les salariés ne pousseront pas la porte des entreprises. Donc c'est des sujets qui sont absolument majeurs. Nous, aujourd'hui, on a un pool bancaire qui nous accompagne, on a des taux de marge qui sont en partie indexés sur notre performance RSE. Accidentologie, réduction de consommation d'énergie, etc. Donc c'est un fantastique sujet d'attractivité, hein.
Et pour valoriser ça, vous avez engagé des démarches de certification RSE avec de labellisation? Alors, on va engager la démarche en fin d'année là, de certification ISO 50001. Voilà, et on va faire partie à partir de... Ça commence en décembre, c'est la promo 4 de l'accélérateur décarbonation BPI. Voilà, pour 2 ans, pour une période de 2 ans. Et on va essayer d'associer le plus possible les différents métiers chez nous dans la démarche, pour que ça ne soit pas uniquement la démarche des dirigeants. Merci. En termes de démarche, on a évoqué Fred 21 dans le transport. En quoi ça consiste pour les entreprises qui s'engagent dans ces dispositifs? Alors effectivement, nous, on avait repéré il y a quelques années le dispositif Fred 21 qui a été conçu par l'ADEME au service des industriels et des distributeurs. Donc on le trouve bien conçu, le label est reconnu, il y a des impacts mesurés, merci. Enfin, il y a un vaste plan d'action et il y a plusieurs leviers possibles à chaque fois. Donc pour toutes les industries, ça marche. Et quand vous ne savez pas trop par quel bout prendre le sujet de la décarbonation du transport, c'est un outil formidable pour vous mettre sur les rails. Donc ça travaille sur... c'est un dispositif volontaire, évidemment, avec un accompagnement sur mesure. Il y a un plan d'action sur 3 ans, avec, je disais tout à l'heure, des actions sur le taux de chargement, la distance parcourue, les moyens de transport et les achats responsables. Donc il y a une quarantaine d'actions différentes qui peuvent être menées. Nous, on le trouve vraiment top, ce dispositif, et on a des retours d'expérience de nos adhérents, et notamment, je parlais tout à l'heure de Donna, le directeur supply chain de chez Donna, gros problème de recrutement aussi, nous dit, nous, ça a eu un double avantage. D'abord, mon alternante est restée, parce qu'elle avait 2 propositions d'alternance. Elle nous a dit, ah bah non, en fait, l'autre me pose... un truc sur le développement durable, j'ai plus envie d'aller là-bas. Du coup, ils ont dit, attends, pas de problème, on dégaine ce projet-là 6 mois plus tôt. Elle est restée. Ils se sont rendus compte aussi qu'ils pensaient que leurs clients, donc la grande distribution notamment, seraient moteurs pour porter ces démarches-là. En fait, non, ce sont les équipes dans l'entreprise qui portent la RSE. Et c'est les collaborateurs qui sont les premiers à porter la RSE. Et puis, 3e sujet spécifiquement sur Fred 21, ce que nous remonte le directeur supply chain, c'est qu'en fait, ça a permis de structurer la démarche, de rentrer ça dans le plan d'action auprès du responsable RSE, et du coup de valoriser le service, l'équipe logistique supply chain. C'était plus les gars du quai là-bas qui dépensent plein de CO2 avec leur camion sale, en fait. C'était devenu un des piliers fondamentaux de la stratégie RSE de chez Donna. Et relativement facilement, puisque les outils sont à disposition, qui sont opérationnels, et que du coup, ça se voit. Merci pour ces illustrations. On va prendre quelques questions de la salle, mais avant, est-ce que vous pourriez nous donner une action concrète, une recommandation là, alors je vais dire pour lundi, c'est peut-être un peu court, non, mais à engager si parmi l'auditoire, certains n'ont pas encore fait... d'actions forcément planifiées. Oui, effectivement, commencez par 1.0. Enfin, voilà, faites le bilan de vos consos d'énergie, gaz, élec, ainsi de suite. Regardez un petit peu votre talon de conso, là, cette conso qui reste même le week-end quand tout est fermé, et puis commencez à travailler dessus. Voilà, et pour ça, encore une fois, il y a des accompagnements facilement mobilisables, qu'ils soient purement régionaux ou plus nationaux, mais vraiment avec un niveau d'accès très simple, de la méthodo. Et voilà, c'est des choses qui sont bien robustes maintenant, et c'est le point de départ. Donc, Monsieur Jourdain, il va falloir qu'il se professionnalise. Voilà, qu'il commence à compter en sachant qu'il compte. Moi, juste peut-être que vous puissiez repartir avec chevillé au corps une idée clé. La logistique et le transport, c'est un point faible des industriels bretons. Pourquoi ? Parce qu'on est loin des grands bassins de consommation européens, français aussi, et que du coup, un industriel breton paye son transport 8% de plus qu'à la moyenne nationale. 8% de plus. Du coup, demain, on dit on ne s'occupe pas du transport, c'est pas le truc prioritaire, ou
On s'en occupe jamais parce que vous allez vous en occuper bientôt, je pense. Mais du coup, c'est pas un truc prioritaire, d'accord. Demain, du coup, performance économique. Vous avez donné le prix de la tonne CO2 tout à l'heure. Performance économique, ça veut dire performance des entreprises, de l'économie sur le territoire breton. Et quand il y a un enjeu de territoire, on doit tous s'en occuper. Si on veut une Bretagne industrielle demain, elle sera forcément décarbonée, y compris son transport. Non, je ne répondrai pas à la provocation d'Élodie. Non, ce que je voulais rajouter, c'est sur on a trouvé, nous, il y avait 3 dimensions dans la transition énergétique, si je peux me permettre de revenir juste là-dessus. Il y a la partie technique dans la transition énergétique, c'est ce qu'on a fait, isoler calorifugés, etc., travailler sur les équipements énergivores. Il y a la partie managériale, qui est la mise en place d'indicateurs pour piloter et se mettre des trajectoires. Et il y a la partie process aussi. Et elle est importante parce que on considère souvent que c'est par le process qu'on peut aller chercher la moitié de la trajectoire. Et le process, les seuls qui connaissent le process, c'est les gens qui sont sur le terrain. C'est les gens qui pilotent les équipements tous les jours. Et revisiter ce qu'on fait, c'est-à-dire se dire, est-ce que je suis sur le bon couple temps-température, par exemple? Est-ce que je ne vais pas chercher le point de matière sèche qui me permet d'aller économiser un peu d'eau? C'est cette partie-là, elle passe par un travail sur le process avec les équipes qui est important. Sur la question, je reviens à ça, concrètement, sur la RSE, nous on s'est fait accompagner par un cabinet nantais, parce qu'on avait besoin d'avoir une expertise extérieure, puis qui serve un peu d'aiguillon, qui nous challenge et qui nous aide aussi à structurer la démarche. Donc je pense que le sujet, Stéphane a raison en disant il faut commencer par mesurer. Il y a des tas de gens auprès desquels on peut s'adresser. Il y a les CCI, il y a la BPI, il y a Bresfab, je vais me fâcher avec plein de gens, l'ADEME, etc., évidemment. Mais il y a des tas de guichets vers lesquels on peut se tourner. Voilà. Il faut juste pousser la porte et prendre les sujets un par un. L'ambition, elle se construit au jour le jour et avec les équipes en permanence. On parlera de l'eau aussi. Je propose que quelqu'un pose une question sur l'eau. C'est bien préparé. Je lance un projet de start-up ce mois-ci avec une belle équipe pour gérer les eaux industrielles avec des algues où on va traiter des eaux chargées en nitrate, phosphate, etc., issues de l'agriculture et de l'industrie. On a testé sur l'industrie agrochimique notamment. Et c'est totalement circulaire puisqu'on a une eau en 24 heures qui est purifiée, qui est utilisée dans les process et une biomasse d'algues qui est utilisable en agriculture ou en animal feed, en aquaculture en particulier. Donc vous, justement, on s'est aperçu qu'avec l'agence de l'eau, on pouvait apporter beaucoup de choses à tout type d'industrie. Et on va voir les industriels et on leur dit quelle est, par exemple, votre quantité d'eau pour le nettoyage industriel. Et on va essayer de trouver dans les process des eaux qui sont à traiter par ce genre de procédé et qui pourraient être réutilisées à l'intérieur en reuse. Donc est-ce que ce type de procédé, comment avez-vous envisagé la consommation d'eau et sa réduction? Alors comment on l'a envisagé en fait, ça a été beaucoup dit dans l'atelier précédent, puis je pense qu'on a tous ça en tête. En fait, l'eau est une ressource qu'on ne pense pas chère. Je pense que très très peu de gens peuvent citer le montant de leur facture d'eau, alors que la facture d'électricité, on est capable de la citer. Donc je pense que personne n'a idée du coût de l'eau. L'eau est une ressource épuisable et qui, si elle subsiste, coûtera de plus en plus cher. Donc elle doit vraiment rentrer dans la... Pour moi, le sujet de l'énergie, le sujet de l'optimisation de l'usage des ressources, gaz, électricité, eau, c'est vraiment le triptyque sur lequel il faut travailler. Nous, concrètement, sur l'eau, ce qu'on fait, mais c'est un gros investissement, mais on a été accompagné par ADEME, Agence de l'eau. Là, on met en place mi-2024 une station, on attend encore les dernières autorisations administratives, mais je le dis, on veut démarrer mi-2024 une station de pré-traitement qui nous permettra en fait plusieurs choses, qui nous permettra
d'abord de baisser de 25% nos extractions en milieu naturel. Donc concrètement, on économise 80 000 m3 d'eau à partir de mi-2024. Et on est en reuse par une technologie d'osmose inverse. Et cette eau qu'on va récupérer va nous permettre de traiter les utilités. Donc pour répondre à votre question, c'est plus de l'eau qui va nous permettre de nettoyer des équipements, des tours aéros, etc., que des eaux qui vont nous servir en autre process. Voilà, mais ça va être très concret. On économise 25% de nos consommations d'eau à partir de... Ça coûte cher, hein, ça coûte 6 millions d'euros. Hein. Donc ça coûte 6 millions d'euros. On a un très gros accompagnement de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et ADEME de 40%. Mais ça reste des tickets très chers. Sur l'eau, un mot, si je peux rajouter un mot sur l'eau, l'enjeu de l'eau aujourd'hui, c'est que quand vous voulez parler d'implantation industrielle, hein, quand vous voulez investir, faire un site industriel, bon, d'abord, vous avez les associations sur le dos, même si vous avez toutes les autorisations qu'il faut, si toutes les enquêtes ont été faites, enfin bref. Ça, c'est compliqué. Mais la position de l'administration française, c'est de vous dire, vous ne pouvez pas envisager un investissement industriel en augmentant vos consommations d'eau. Donc, nous, par exemple, on veut grandir, on a besoin d'augmenter nos capacités industrielles, mais la position de l'administration, je ne la critique pas, c'est comme ça, et puis on ne peut rien y faire, c'est de nous dire, investissez, mais iso-consommation d'eau. Donc on n'avait pas le choix que d'aller sur des technologies de reuse. Et le dernier mot sur le reuse, c'est que la situation, la position de l'État, elle doit changer, et elle est en train de changer, mais ça ne va jamais assez vite. C'est qu'on ne peut pas à la fois dire aux industriels, vous investissez, il faut réindustrialiser le pays, et en même temps ne pas mettre les industriels dans des logiques de reuse aussi à des fins de process. À partir du moment où l'eau qu'on est capable de traiter répond aux exigences du code sanitaire, qu'est-ce qui devrait nous empêcher d'aller élargir l'usage du reuse dans l'industrie française? Rien. Et c'est ça qui est en train de bouger. Mais il faut que ça bouge plus vite. C'est ça. On attend les décrets, ça va bouger. Mais à quelle vitesse? Et il ne faut pas rester au stade de l'expérimentation à un moment donné. Dans l'atelier précédent, la BEA, ils ont fait, et ce qui n'est pas mon organisation professionnelle, mais je les aime beaucoup, et ils ont fait une étude, il y a 2,5 millions de mètres cubes d'eau en Bretagne qu'on peut économiser dans l'industrie agroalimentaire par du reuse. Donc les enjeux, ils sont colossaux. Stéphane, enfin, juste, ça peut vous intéresser. L'ADEME vient d'être chargé d'un appel à projet sur l'eau, alors même si c'est le domaine de compétences classiquement de l'agence de l'eau, pour autant sur certains sujets on peut co-intervenir, ainsi de suite. Mais là, voilà, on se retrouve à la manœuvre sur un appel à projet qui s'appelle Innov-Eau et qui pourrait éventuellement être un véhicule, alors sur des phases un peu R&D, ainsi de suite, mais ça peut vous intéresser, sachant en tout cas que cet appel à projet vient de sortir et qui peut intéresser plutôt les développeurs de solutions d'économie d'eau. Donc, voilà. Comme pour pouvoir vous libérer à l'heure, puisqu'on avait pris un quart d'heure de retard au début, on est pile à la fin. Je voudrais quand même vous montrer 2 slides, c'est possible, parce qu'on a beaucoup cité BressFab, hein, donc ça peut être le point de départ pour certains. Si vous êtes une PME industrielle, vous rentrez dans BressFab, un dispositif coporté par les CCI, l'UIMM, le CETIM notamment. Et depuis cette année, on a intégré un diagnostic qui s'appelle transition écologique et décarbonation, qui permet de faire le tour de ces enjeux-là, mais toujours au regard aussi de votre business model. Ce n'est pas que le volet environnemental. Donc n'hésitez pas, il y a un site internet facile à trouver et vos contacts, c'est les CCI, l'UMM, enfin les structures au niveau local. Deuxième initiative, puisque parler de transition écologique, donc slide suivant, c'est bien aussi de parler de choses qui fonctionnent. Dans la transition, on a évoqué les contraintes réglementaires, on a évoqué les contraintes d'adaptation. Depuis plusieurs années, on porte un dispositif qui s'appelle Chrysalide Écoactivité, qui vise à mettre en avant des entreprises et des porteurs de projets qui sont exemplaires sur ces thématiques. Donc ça va des enjeux énergétiques, mobilité, RSE, enfin, des différentes thématiques liées aux transitions. Et là, on lance dans les jours qui viennent l'appel à candidature pour une remise de trophée en juin l'année prochaine.
Merci à tous les trois beaucoup pour toutes ces explications, ces exemples. C'est vraiment appréciable d'avoir une vision très concrète de terrain, de sujets qui parfois peuvent paraître un peu complexes. Enfin, ils sont complexes, mais ils peuvent être appréhendés de manière très concrète. Merci à vous. Merci beaucoup. Et pour les questions, vous pouvez venir échanger avec nous maintenant.